17 avril 1887. Le grand steamer Tasmania fait route sur Marseille. Après avoir passé les bouges de Bonifacio, le Tasmania se précipite à grande vitesse sur les récifs des Moines. Brisant devant, brisant droit devant. L'homme de veille hurle dans la nuit les 3 mots les plus redoutés des marins. Construit à Greenock, en Écosse, 122 mètres de long, tout en acier, le Tasmania est un des premiers bateaux à être électrifié. Il pouvait marcher à voile et à vapeur. La P&O, la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, grande rivale de la Compagnie des messageries françaises, le lance en mai 1884. 3 années plus tard, le Tasmania effectue déjà son dernier voyage. À 4h04 du matin, le Tasmania est arrivé en vue des Moines. Et à ce moment-là, l'homme de barre a crié brisant devant, mais le lieutenant n'était pas à son poste. Et il y avait une visibilité qui était relativement bonne. Hein. Et il y avait autour de force 6, 5-6, quoi. C'est dramatique puisqu'il y a eu quand même 35 morts, dont le commandant. C'était son dernier voyage. Et il avait une expérience forte de 35 ans, donc on peut s'imaginer qu'il connaissait très très bien et qu'il n'a pas la route qu'il a tracée était de passer à 2 ou 3 000 des moines, sachant que les moines sont quand même des écueils qui ont toujours été redoutés. Les moines, les Monacchi, ces sinistres récifs qui émergent à faible distance de la côte entre Bonifacio et Tizzano. La légende dit que ces récifs représentent une procession funèbre de moines naufrageurs, encapuchonnés et vêtus de noir. Les soirs de tempête, les moines allumaient des feux sur la côte, d'où le nom de Tizzano. Ainsi, ils dirigeaient les navires sur les écueils où ils se fracassaient. Les moines venaient alors s'emparer des âmes des voyageurs. Cette nuit-là, les âmes du Tasmania. À bord de ce navire, il n'y avait que des notables, hein, puisque beaucoup de gens qui étaient à la solde de l'Angleterre, parce qu'il faut savoir qu'on célébrait le 50e anniversaire du jubilé de la reine Victoria. Et donc tous les notables, que ce fût les hauts fonctionnaires anglais ou les Maharajas, enfin tout ce qui était à la botte de l'Angleterre, tenaient à être présents pour ce jubilé. Tout se déroule sans histoire depuis ce 1er avril 1887, où le Tasmania et ses 144 passagers quittent Bombay. Aden, puis Suez, et subitement, en pleine nuit, le naufrage. 35 morts. Ce sont les Lascars, les marins hindous se trouvant dans la salle des machines, qui payèrent le plus lourd tribut. Ce soir-là, la météo, le temps n'avait rien de clément, puisque la mer était force 6-7, donc ce n'était pas facile de mettre des embarcations à l'eau, dans un premier temps. Et les gens se sont réfugiés dans le salon. Le salon mesurait 36 mètres carrés. Et 87 personnes sont restées 27 heures dans ce salon, s'attendant à tous les instants que le navire se casse en deux. Des pêcheurs des environs de Monacchi et de Pianote étaient venus réveiller mon grand-père sur le coup de 4-5 heures du matin, donc à l'aube, en lui disant qu'ils avaient aperçu des signaux de détresse et qu'il y avait probablement eu un naufrage. Ils sont arrivés, je crois, sur le coup de 10h, 10h30 sur la plage. Et c'est là où il y avait déjà un PC de campagne qui était installé, il y avait déjà des gens de Sartène, des bergers des environs. Et il a porté soin, donc il était le seul médecin.
il a porté soin à tous ces rescapés. Et évidemment, le représentant du gouvernement britannique, de la reine Victoria, lui a demandé ce qu'on lui devait. Il a dit que c'était normal et que ça faisait partie de la solidarité. Et c'est à ce titre-là que 3 mois ou 4 mois après, il a reçu cette montre. En remerciement donc à sa bonté, à son dévouement vis-à-vis de ces rescapés. Toute sa vie, Charles Finidori, issu d'une vieille famille sartenaise, a recherché un à un les objets qui témoignent de l'histoire de ce naufrage. Ici, une médaille en or offerte à un berger corse. C'est une pièce dorée, avec l'effigie de la reine Victoria d'un côté, et de l'autre côté, il y a les remerciements de la reine à Giulio Santucci pour sa participation au sauvetage de Tasmania. Ainsi, toutes les personnes qui ont participé au sauvetage, d'une façon ou d'une autre, ont été remerciées par le gouvernement anglais. Santucci, Palazzi, Martinetti, Grégoire Serra, ils seront plus d'une quinzaine dans les environs de Sartène à être récompensés avec différents objets. Le gouvernement de Sa Majesté et la compagnie maritime se montrèrent très généreux. Mais ce qu'ignoraient les bergers sauveteurs, c'est le contenu de la cargaison du Tasmania. Le chargement était composé d'opium, il y avait des défenses d'éléphants, et puis il y avait le fabuleux trésor du Maharaja Singh, mais il y avait également un lot de diamants qui avait été offert par tous les Rajas des Indes à la reine Victoria. Dans le plus grand secret, pour éviter les convoitises, la compagnie maritime affrète un autre bateau pour récupérer le trésor. Les gens ignoraient totalement l'importance de ce trésor qui représentait, je le répète, 25 millions or en 1885, ce qui représentait 8 fois le prix du Tasmania. Et évidemment, la compagnie anglaise, la P&O, voulait à tout prix récupérer le plus tôt possible le fabuleux trésor dont elle connaissait l'importance. Donc ils ont envoyé un bateau qui s'appelait le Stella, avec des scaphandriers, et ils ont récupéré le trésor. Et ce trésor a été entreposé pendant 48 heures dans cet immeuble des docks à Marseille. Une fois à l'abri, le trésor ainsi que les rescapés du naufrage recueillis par un autre bateau, le Choussan, reprennent leur route en toute sécurité pour rejoindre Londres. Mais malgré toutes les précautions et les problèmes de communication de l'époque, l'histoire du trésor du Tasmania ne s'arrête pas là. Une seule famille était au courant de ça, c'est la famille Perruca de Sartène, dont un des frères Perruca connaissait les balbutiements de l'anglais et il a surpris une conversation entre le commissaire et le second capitaine sur l'existence à bord de ce fabuleux trésor qui les préoccupait, bien entendu. Dans le maquis corse, l'histoire du trésor du Tasmania se répand de bouche à oreille comme une traînée de poudre. Au fil des ans, cette histoire va donner naissance à une autre légende. Parmi les gens, les sauveurs qui sont allés pour récupérer les naufragés du Tasmania, il y en a un particulièrement qui a eu la convoitise de la cassette, du petit coffret en fait, que portait une jeune personne, une jeune dame, qui dit-on était anglaise. Dans la cassette, on suppose qu'il y avait des bijoux, de l'argent, des pièces d'or et d'argent. Comme il connaissait bien le secteur puisqu'il y habitait, dans une grotte apparemment pas très, très lointaine. Il a pris la cassette et il l'a cachée dans une faille. La légende des voix orales ici disait que la cassette était cachée dans une faille où, au mois de mai, un jour déterminé du mois de mai, le premier rayon du soleil tapait sur la faille.
Sur les plages, aux environs du naufrage, une véritable chasse au trésor s'engage. Sous le regard impassible du lion de Rocapine, tout le monde recherche le trésor du bandit Barritone. Barritone, c'était un bandit qui se gardait ici, mais descendait des montagnes, je ne sais pas, et s'était réfugié ici, puisque les bandits dans le temps, ils avaient des amis de partout. Hein. On dit en Corse que c'était un grand chapeau ou une sorte de béret basque. C'est un peu ce que ça voudrait dire. Ou quelqu'un qui portait la casquette d'une certaine façon, peut-être d'une façon large. Et le coffre, il était dans une grotte, comme ça, une petite grotte comme ça. Moi, je l'ai trouvé la grotte, mais la caisse n'était plus. À l'époque, la misère était telle en Corse que le simple d'avoir quelques bijoux pouvait représenter aux yeux des gens une fortune. Et sans doute, il a pu récupérer quelques bijoux, Barritone. Il a pu dépouiller des gens, ou des gens ont pu lui offrir des objets, là, etc. Mais ça a pris une proportion démesurée. Dans le temps, il y avait le chemin, il passait un par ici, un par là-bas. Mais il y avait des chemins. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. La serra già dormintava, a vostra parola rava. Là, c'était la grotte à Barritone, qu'on appelait la zappa di Barritone. Maintenant, Barritone, il est en Amérique. Par la suite, il a été pris et il a été mené à Cayenne en prison. Et là, il aurait fait des confidences, avant de mourir, à un prêtre. Plusieurs années après, même presque un siècle après, un prêtre venant justement de cette région est venu ici dans les années 60. Il est parti au bout d'une vingtaine de jours, pas un mois toujours, et sans rien dire, absolument ni au revoir, ni rien du tout, ni même merci, ni payer la note qu'il devait aux gens qui l'hébergeaient. Il est parti sans rien dire. À moins que quelqu'un d'autre l'ait peut-être aussi pris en porte-à-faux, et puis bon, ça c'est un mystère, mais toujours est-il qu'il est venu et qu'il est reparti sans rien dire. Pendant que les uns chassent le trésor, d'autres se contentent du flot d'objets déversés par l'épave. Pendant un certain temps, on trouvait pas mal d'objets, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, d'après ce que me disait mon père, pour faire des recherches et des trucs, il n'y avait pas des choses à moteur comme maintenant. Avant, c'était tout à la rame, quoi. Et les gens cherchaient, mais même sur la plage, il est arrivé beaucoup d'objets. Sur la plage de Mortoli, les bergeries sont aujourd'hui décorées avec les bas-reliefs du Tasmania. Récupérés sur cette même plage, ils avaient d'abord été utilisés comme cale-pieds sur les charrettes des bergers. Tous les objets échoués ont trouvé leur place dans les habitations des environs. Il est évident que nous, étant jeunes, quand j'ai su ça, j'avais 5 ou 6 ans, on se voyait déguisés en plongeurs en train de plonger autour du Tasmania pour retrouver quelques pièces, alors que je n'ai jamais plongé de ma vie, mais enfin, ça faisait partie d'une espèce de mythe, quoi, à notre époque. Et même à l'heure actuelle, on dit que des valeurs seraient restées encore au fond, puisque dans les années 70, alors que le camping sauvage existait à Rocapine, beaucoup de plongeurs sous-marins y ont laissé leur vie. L'épave avait été vendue à l'Anglois de Marseille, mais il y a eu de grosses difficultés pour récupérer l'essentiel. On a récupéré des balles de coton, mais
D'ailleurs, le bateau n'a pas, puis si le bateau existe toujours, c'est qu'initialement, on devait essayer de tout récupérer. On n'a pas pu récupérer les chaudières, puisqu'elles sont visibles à l'œil nu de nos jours. On n'a pas pu récupérer les gaines d'eau. L'épave a été vendue à 17 500 francs et le second lot, composé des diverses marchandises restant à bord du Tasmania, a été lui adjugé à un monsieur Baudouin au prix de 17 900 francs. Et les conditions atmosphériques n'ont pas permis à la grue flottante et aux embarcations et aux plongeurs qu'il a envoyés sur place pour récupérer l'épave et ce qui se trouvait à bord du Tasmania, de sortir le maximum ou la totalité. Depuis 1999, les récifs des Moines font partie de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, un espace protégé où l'accès est réglementé. Sous l'eau, par moins 20 mètres, ce sont les restes du Tasmania et de la Lucia, un autre bateau échoué à ses côtés, qui protège les fonds en accrochant les filets des pêcheurs qui viennent s'y frotter. Le naufrage du Tasmania a marqué pour toujours l'histoire de la navigation en Corse. Il fut à l'origine de la création en 1888 des stations de la Société centrale de sauvetage des naufragés à Ajaccio, Bastia, Saint-Florent et Bonifacio. Ici, le fameux dicton « Naviguer à terre de tous les marins qui se croient protégés par la bonne mer » représente toujours un péril important. Ultérieurement, les phares et balises s'en sont rendus compte, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a commencé en 1904 pour construire le phare des Moines et on a terminé en 1909. C'est pour vous donner l'idée de la difficulté de cette zone. Et je pense souvent, je regarde les moines, parce que moi, souvent, par la fenêtre, on regarde la mer pour aller pêcher. J'ai une pensée pour ces gens-là. Toujours, je n'oublie jamais. Et si ça se trouve, on passe à côté du trésor. Peut-être. Alors, est-ce que c'est réalité ou légende? Il se peut qu'il y ait une part de vrai. C'est fort possible.